Bonjour Jérôme. Bonjour Christine. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Ouais, Ouais, cool, impeccable. super. Alors, on est ensemble aujourd'hui donc, pour parler un petit peu de ton parcours. Et puis, pour que tu nous partages un petit peu ta vision aussi de la communication, de l'image aujourd'hui, et de ce que ça peut prendre dans la vie d'un artiste. Ok. Ok. Alors, je crois savoir que tu as plusieurs casquettes. Photographe, Ouais. vidéaste, Ouais. musicien, c'est Ouais, ça? c'est ça. Enfin, compositeur plus que musicien. Compositeur, d'accord, Ouais, ok. parce que je suis très mauvais en lecture de partitions. D'accord, Je préfère les écrire d'accord. que vraiment jouer. Voilà. Les Moi, je pense que interpréter. pour être un musicien, faut être capable de vraiment de découvrir une partition et de pouvoir la jouer comme ça, presque comme tu lirais un livre. D'accord. Et ça, là-dessus, j'ai jamais été très bon. Ouais. C'est pas Je ton l'avoue. truc. Non, c'est pas mon truc. Donc je me considère pas comme un vrai musicien. D'accord. Je me débrouille pas mal pour mes morceaux, pour mes arrangements, etc. Mais après, vraiment, pour la lecture et jouer les morceaux des autres, c'est pas mon point fort. Ok. Et tu joues d'un instrument? Oui, bah, j'ai commencé par le piano. Et D'accord. puis après, de tout jeune, je voulais partir sur tout ce qui était synthétiseur, etc. Ok. Et je m'y suis mis. Et puis après, je gratte un petit peu. Je fais un petit peu de basse et de batterie aussi. Et mais voilà. Mais en fait, ce que je maîtrise le plus, c'est plus la création sonore. Donc toute la partie arrangement et vraiment la partie enregistrement studio. Donc avec un synthé, ce qui est bien, c'est que comme j'ai des bases un petit peu tous les instruments, je sais ce qui peut être joué par tel instrument, je peux composer des parties pour tel ou tel instrument et après je les fais soit jouer par des vrais musiciens, soit je les bricole moi-même avec une guitare ou avec une basse et c'est comme ça que je m'en sors depuis des années. Mais en dehors de mes morceaux, c'est vrai que j'ai du mal à jouer ceux des autres. D'accord. Ça, c'est... Ok. Je l'avoue. Donc le côté musicien plus compositeur. Ouais, et... c'est plus la composition. Ouais. D'accord, C'est et plus la arrangement. composition. Ouais, ben, en fait, de tout petit, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que de tout petit, j'avais envie de faire mes morceaux à moi. C'est voilà, ce qui m'intéressait. Alors, bon, les premiers morceaux que je faisais, comme tout le monde, on faisait des morceaux à 3 notes. Et puis après, ça a évolué. Mais voilà, moi, ce qui m'a toujours excité dans la musique, c'est de créer, d'inventer quelque chose, d'essayer de partir de zéro et avec quelques idées, et puis hop, et puis de créer tout ça. Et après, plus tard, en grandissant, je me suis aperçu qu'en réalité, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la musique plutôt dans le but de jouer les morceaux des autres, alors que moi, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Donc, de tout jeune, ma première prof de piano a été un peu découragée par moi, qui avait toujours qui réarrangeait les morceaux des partitions qu'elle me donnait. Et elle me disait, mais non, mais c'est pas ça, il faut vraiment que tu respectes la note, etc. Et moi, j'ai dit, non. Alors, du coup, elle m'a envoyé dans une classe pour faire de l'improvisation plutôt. Parce D'accord. que c'était plus, voilà, c'était plus Ça te adapté. correspondait mieux. Ah bah oui, tout à fait. Et là, je me suis épanoui beaucoup plus rapidement. Super. Donc oui, cette volonté, ou enfin en tout cas cette envie d'aller vers ce qui t'inspire plutôt que de prendre un chemin déjà tout tracé, quoi. Oui, ouais, non, Ok. mais j'ai besoin de pas respecter le sentier et de faire des virages, et d'explorer, de tâtonner, de faire peut-être des choses moins belles aussi, mais qui sont les miennes, qui sont les idées que j'ai, et puis c'est mes envies, donc je vais là où j'ai envie. D'accord. Donc voilà, je me limite pas à simplement respecter une partition. Ce qui est très beau, mais ce qui est, pour moi, c'est plus de la discipline. C'est une discipline que je n'ai pas en tout cas. Voilà. Moi là-dessus, j'ai besoin de vadrouiller, d'enrober tout ça et d'aller chercher des chemins un peu de traverse. Très bien, ça me plaît, les chemins de traverse. Oui. Et c'est quel type de musique que tu écris? C'est plutôt la musique instrumentale? Il peut y avoir aussi des textes? J'ai fait beaucoup de musique instrumentale parce que malheureusement, je ne suis pas du tout doué pour chanter. Je sais comment il faut placer une voix, mais je n'ai pas la voix pour. Donc du coup, j'ai fait pas mal de musique instrumentale et quand j'étais jeune, je voulais faire de la musique de film. Donc je faisais des musiques pour des courts-métrages parce qu'en parallèle, je faisais déjà de la vidéo, etc. Mais après, plus tard, quand j'ai eu la chance de travailler avec des chanteurs et des chanteuses, j'ai naturellement, c'est le format, la chanson, le côté pop, etc. qui m'inspirait plus. Après, en composition...
ça allait de la variété au rock, parce qu'on avait un groupe de rock avec les copains, comme tous les jeunes quand on était au lycée. Et puis après, très naturellement, puisque j'ai toujours été attiré par le synthé, aussi tout ce qui est musique électronique, recherche sonore électronique. Et moi, qui ai grandi dans les années 80, j'ai toujours été très imprégné de la culture électropop, vraiment de cette époque-là, donc plutôt de la chanson new wave ou synth pop, voilà, des courants musicaux qui sont revenus à la mode. Moi, c'est toujours ce que j'ai fait depuis des années, voilà. Mais aujourd'hui, c'est en plein boom, ça explose. Mais voilà, ça me fait rigoler parce que pendant des années, on m'a dit « mais c'est ringard ce que tu fais ». Et finalement, quand ça explose, voilà, ça me fait plaisir. Super. Et pour ce qui est du coup de ton activité de vidéaste, de photographe, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est arrivé, ce goût pour l'image? Parallèlement à la musique que j'ai commencé, je crois, à l'âge de 7-8 ans, les cours de piano, etc. Donc j'étais très attiré par la musique. Parallèlement à ça, quand j'étais jeune, j'étais fasciné par les photos noir et blanc que faisait mon père, parce qu'il avait fait pendant quelques mois un stage photo à la Maison pour tous de là où on habitait. Et mon père n'était pas du tout dans le secteur de la photo, mais il faisait des très belles photos et j'ai beaucoup aimé ça. Et il m'a initié un petit peu à la photographie sur les bases qu'il avait eues avec ce stage. Et le travail de l'image, ça m'a toujours plu. Donc voilà. Et j'étais fasciné à cette époque-là, donc c'était dans les années 80. Les films de famille se faisaient encore en Super 8, mais nous, on n'avait pas la chance, on n'avait pas la chance d'avoir des films Super 8 ni le projecteur. Mon père faisait pas mal de photos, des diapositives, des photos, etc. Et je crois, tout début des années 90, la famille a investi dans un caméscope. Donc, wow. C'était les vieux caméscopes avec des grosses cassettes, etc. Et alors là, la caméra, c'est un peu moi qui me suis emparé de la caméra. Et le réalisateur des films de famille, c'était un peu moi qui... Voilà, au début, mon père a hésité parce que c'était quand même l'engin, il ne fallait pas trop que les enfants y touchent, etc. Mais il voyait que je me débrouillais pas mal avec, et puis il m'a laissé faire. T'as fait confiance. Et puis à un moment donné, ça l'arrangeait bien aussi, qu'on le voit lui aussi sur les films de famille. Donc voilà, donc c'était entre lui et moi, et puis à la fin, c'était que moi qui tenais la caméra. Et puis voilà, et puis c'est comme ça que j'ai appris, à tenir une caméra et à filmer. D'accord. C'est vraiment... donc tu es autodidacte finalement. À fond autodidacte. Ok. Parce qu'après, plus tard, quand j'ai essayé de m'orienter justement sur des métiers audiovisuels, que ce soit pour le son ou pour l'image, malheureusement, là où j'ai grandi, j'habitais à Fos-sur-Mer, donc une ville industrielle au bord de la Méditerranée. Et dans cette ville-là, si tu voulais pas travailler dans les usines, on savait pas comment t'orienter, quoi. Il fallait travailler dans la pétrochimie, dans la scierie, la métallurgie, etc. Et moi, je voulais être ingénieur du son ou réalisateur, quoi. Depuis tout petit, c'était mes idées, mais depuis tout jeune, quoi, depuis que j'avais 10 ans. D'accord. Et du coup, j'ai eu des petits problèmes d'orientation. On m'a mal orienté. On m'a orienté sur un bac commercial, alors qu'il aurait fallu que je fasse un bac scientifique. Après, j'avais peut-être pas le niveau non plus. Enfin bon, bref. Et les seules écoles publiques qu'il y avait dans le domaine du cinéma à l'époque, c'était la FEMIS et Louis Lumière, qui était à Paris. On n'avait pas les moyens non plus financièrement de m'assurer un logement là-bas sur la capitale. Donc du coup, voilà, mes parents m'ont dit bon, il va falloir que tu trouves un chemin de traverse, encore autrement. Mais tu t'étais déjà entraîné pour ça avec la musique. Voilà, je m'étais entraîné et puis ça m'a jamais déplu. Le chemin est plus long, hein, c'est pas la route droite, le chemin est plus long, mais j'y arrive. Et du coup, ma formation à moi, vraiment sur les métiers du cinéma et de l'image, ça a été la médiathèque. J'allais prendre tous les DVD, toutes les VHS à l'époque, et puis tous les livres qui traînaient sur le cinéma. Et puis j'allais voir des films, et puis j'ai essayé des choses avec la caméra de mon père, et puis j'ai fait c'est en faisant petit à petit que j'y suis arrivé. Et voilà, et avec les copains, on faisait des films, ils m'aidaient, chacun on tenait la caméra à tour de rôle, on passait devant, blablabla. Et puis à la fin, voilà, dans le petit groupe d'amis, c'est moi qui me suis plus spécialisé vraiment sur la réalisation, le montage. Certains sont plus spécialisés sur le jeu de comédien, et puis voilà, d'autres plus sur la musique, et puis chacun s'est un peu
c'est un peu orienté comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est avec ce petit groupe de copains, on se voit encore au minimum une fois par an. Et on est tous dans les milieux artistiques, que ce soit dans la musique, le théâtre, le chant et le cinéma, quoi. Ah ouais, c'est super inspirant. Ouais. Voilà. Hein, ce que j'aime bien dans ton parcours, c'est vraiment, on sent cette passion, cette envie vraiment chevillée au corps et qui t'a permis de trouver tes moyens à toi et voilà, d'être créatif, même dans l'apprentissage, quoi. J'ai beaucoup appris aussi par les making-of, dans les vidéos de making-of où je voyais ces vidéos sur les tournages. Et même sans savoir qui faisait quoi, je comprenais. C'était très instinctif pour moi, le cinéma. Je me dis, lui, s'il est là, cet emplacement à côté de la caméra, c'est qu'il doit gérer la mise au point. Celui-là doit plus gérer la lumière. Lui, il est là juste pour pousser le rail de travelling. Voilà, et je comprenais. Et d'ailleurs, le making-of, c'est par là que je suis rentré par la grande porte du cinéma. C'est que la première fois qu'on m'a confié un poste sur un tournage de film. C'était un gros court-métrage qui se tournait juste à côté de chez moi. Ils ont su, les réalisateurs, que moi et un copain à moi, on savait bien tenir la caméra. Ils nous ont proposé un poste de réalisateur de making-of. Moi, j'avais 18 ans. Et c'était la première expérience où je me retrouvais sur un plateau pendant 15 jours avec une grosse équipe. Et ce qui est fabuleux quand tu fais un making-of, c'est que tu fais ton film sur le film d'un autre. Et tu as la liberté totale d'aller où tu veux, de filmer ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de respecter le script, le scénario, etc. Donc on était là entre un reportage et un documentaire. Et on suivait de partout. Et on a vu, mon collègue et moi, on a vu... vraiment tous les gens du cinéma s'activer à des postes, pouvoir pendant 15 jours être avec eux, savoir ce qu'ils faisaient techniquement, voilà. Et en fait, on a appris énormément sur ce tournage-là. Et après, des making-of, j'en ai fait plusieurs. Et donc, ça m'a permis de progresser aussi énormément, hein, je pense, à cette époque-là. Et oui, parce qu'en même temps, ça t'a permis... d'expérimenter, de créer des images, de les monter, etc. Ouais. Comme tu disais, avec énormément de liberté. Et en même temps, d'être la petite souris qui observe, qui apprend. J'étais mieux qu'un stagiaire sur un plateau de cinéma, parce qu'un stagiaire, il ne peut pas aller où il veut, il n'est pas là sur toutes les scènes. Moi, je pouvais être là de partout. Donc c'est plus qu'un stage. Et puis à la fin, je me retrouvais avec un film qu'on a pu projeter à des festivals, au mois du documentaire. Enfin, on avait fait un petit peu tourner à l'époque. Eh oui. Mais voilà, donc ça a été une super belle expérience. Ok, super. Et ton activité de photographe, du coup ? La photo, en parallèle à tout ça, la photo, j'ai toujours essayé d'en faire. Mais c'est des vagues, c'est des périodes. Il y a des périodes où j'ai le temps de faire de la photo, des périodes où j'ai moins le temps. Là, je m'y suis remis bien depuis le mois de juillet. J'avais envie d'expérimenter des choses avec des lumières qui ne sont pas faites pour faire de la photographie. Normalement, on travaille beaucoup les photos studio avec des flashs. Et moi, j'ai envie de travailler avec les lumières que j'utilise pour la vidéo. Et donc je travaille des couleurs différentes, des ambiances différentes. Et c'est pas... Voilà, c'est une façon de travailler qui est différente de ce que font habituellement les photographes. Et le rendu, je suis assez content du rendu. Peut-être que tu as vu mes photos. Oui, j'ai vu, c'est intéressant. Si vous avez envie d'aller voir les photos de Jérôme, vous pouvez aller voir sur Instagram, c'est ça ? Sur Instagram, oui, tout Instagram. à fait. Ouais. Et du coup, ce que j'entends encore une fois, c'est cette créativité, cette petite touche, cette envie toujours de découvrir, d'explorer des nouvelles façons de faire, des choses qui te sont propres, quoi. Oui, je peux pas rester... Même sur le secteur de la vidéo et de la réalisation, qui est ma principale activité, je peux pas rester à faire toujours pareil. J'ai envie d'expérimenter différentes choses. Donc moi, j'adore... Quand à la fin d'une année, je suis là, je me suis dit, bon, cette année, alors j'ai fait des captations de théâtre, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait un documentaire sur la tomate industrielle, j'ai fait une vidéo d'entreprise sur une boîte qui fait de la récupération de plastique, j'ai fait, enfin voilà. Et voilà, et toutes ces choses-là m'enrichissent parce que j'adore rencontrer les gens. J'adore les écouter, j'adore placer ma caméra, les faire parler devant ma caméra et surtout rencontrer des gens qui sont passionnés, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que de rencontrer des gens qui sont passionnés par leur métier, et que ça soit dans n'importe quel secteur que ce soit. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens dans des métiers que je me suis dit j'ai aucun intérêt là-dessus, et puis en fait quand on rencontre des gens passionnés,
c'est de suite, c'est magique. Donc je les écoute. Je les écoute avec grand intérêt et puis j'adore les filmer, quoi. Voilà. C'est chouette. Pour avoir eu la chance d'être devant, je ne sais pas comment on dit, devant la caméra, et toi derrière, moi ce que j'ai apprécié, c'est que il y a une forme de naturel, je ne sais pas comment dire, c'est pas un exercice facile d'être filmé, d'être photographié, moi j'aime pas trop ça. Pas du tout même, je me force souvent. Mais en fait, c'est naturel, quoi. En fait, t'es là, mais t'es pas là. Et en même temps, tu sais avoir la petite phrase pour encourager, dire le petit mot et tout. Donc, c'est chouette. Merci, ça fait plaisir. Ouais, non, c'est vrai. On me l'a pas mal dit, ça. Apparemment, j'ai un bon contact avec les gens, ça se passe plutôt bien. La chance que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah bah tiens, on a envie de retravailler avec toi. » Parce que t'es gentil, tu t'occupes des gens, tu te soucies des gens, voilà, donc ça fait plaisir. J'essaye de faire en tout cas aux gens avec qui je travaille ce que moi j'aimerais qu'on me fasse. Parce que moi aussi, comme toi, je suis pas à l'aise devant la caméra. Là aujourd'hui, je fais une exception. De confort. Voilà, je fais une petite exception. Non, mais c'est ça qui est vraiment chouette, c'est ce naturel, cette ambiance qui... Enfin, franchement, la journée de tournage que j'ai faite avec toi, elle était absolument... magique, quoi, parce que tout s'est bien passé, il y avait une bonne ambiance, on a rigolé, on a été sérieux. Mais tout était très bien préparé aussi. Voilà, toutes les deux, vous avez très bien préparé les choses. Et puis du coup, c'était agréable. Après, tu me demandes de filmer des jolies personnes dans des jolis décors. Avec une jolie musique, etc. Je veux dire, j'ai qu'à poser ma caméra n'importe où et puis ça va être super. Donc c'est aussi grâce à vous. Merci. Alors, du coup, C'était le petit moment autopromotion. Voilà, c'est ça. il faut. Du coup, tu nous dis que t'as des vagues un peu dans ton activité. Ouais, donc, par moment, tu fais de la photo, par moment, tu fais plus de la composition, de la vidéo, c'est ça ? C'est par vague. L'inspiration, c'est vraiment... c'est compliqué. Là, en ce moment, je suis dans une vague où la musique, j'ai du mal. Ce que je fais, ça me plaît pas. Donc j'ai envie, mais j'y arrive pas. Alors du coup, je me dis heureusement que j'ai le cinéma, la vidéo, la photo, etc. sur lesquels là, artistiquement, je suis plus inspiré. Parce que je me dis, quelqu'un qui ferait que de la musique se retrouverait vite en face un petit peu de dépression en se disant j'y arrive pas, l'angoisse de la page blanche, il faut que je compose quelque chose, je suis bloqué. Donc moi, je mets pas tous les œufs dans le même panier, tant mieux. Et du coup, j'ai toujours des projets sous le coude depuis des années et je m'en garde toujours. J'essaie de pas tout finir. Je m'en garde toujours sous le coude. Comme ça, je sais que j'ai jamais de moment de vide. Parce que, à mon avis, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais ça doit être la panique, quoi. Quand tu te retrouves comme ça, mince, qu'est-ce que je dois faire comme projet ? Donc voilà. Donc j'essaie toujours de diversifier mes activités. Et même dans les secteurs sur lesquels je travaille dans la vidéo, j'essaie de pas me limiter qu'à un type de réalisation. Par exemple, ces derniers temps, on m'a beaucoup demandé de captation de spectacles pour du théâtre, de la danse, du concert, etc. J'essaie de privilégier aussi d'autres formes, déjà pour moi diversifier. Mais voilà, mais c'est important pour mon plaisir de toucher à différentes choses. Et je pense que c'est important aussi financièrement. Par exemple, j'ai des collègues qui font que de la vidéo ou que de la photo de mariage. Et avec la crise sanitaire, pour certains, ça a été la catastrophe. Parce qu'ils n'avaient pas d'autres secteurs d'activité et ils ne savaient pas faire autre chose. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que pendant le confinement, je suis arrivé à bien travailler. Parce que comme je faisais de la captation de spectacles, on m'a demandé de faire des captations à retransmettre sur Internet. Et du coup, j'ai réussi à très bien travailler parce que je faisais des choses en réalisation qu'on pouvait diffuser sur Internet et qui étaient... donc voilà, donc le conseil que je donnerais à ceux qui se lancent dans les métiers créatifs, c'est certes de se spécialiser dans certains domaines. Moi, mes spécialités, c'était le making-of, la captation, le vidéoclip, le film d'entreprise, etc. Mais d'en trouver plusieurs de spécialisation. Oui, d'accord. Et ce que j'entends aussi, c'est toujours aiguillé un peu par le plaisir que tu as à faire les choses. Ben oui. Ouais. S'il n'y a pas de plaisir... Très honnêtement, si un projet me contacte sur un projet vidéo, photo, musique, etc., mais qui ne me fait pas plaisir, sur lequel je traîne les pieds,
soit je refuse, soit je demande un super prix bien cher. Ouais. Et si on l'accepte, bah, du coup, je me dis, bon, allez, celui-là, voilà, je peux le faire parce que, voilà, à cette somme-là, je me suis dit que je traînerais peut-être un petit peu moins les pieds. Mais voilà, mais la plupart du temps, je refuse. Si ça ne m'amuse pas, je refuse. Ouais, voilà. Ok. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur les débuts et puis peut-être les rebondissements que tu as traversés pendant ta carrière. Tu parlais tout à l'heure de cette opportunité que tu avais eue en arrivant sur ce premier making-of. Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré en contact avec ce réalisateur, avec, je sais pas, qui est-ce qui t'a engagé? C'était un couple de réalisateurs, un réalisateur et une réalisatrice. Qu'est-ce qui les a convaincus chez toi, à ton avis? Comment ça s'est passé? C'était tout bête. En fait, ils sont venus parler de leur projet de court-métrage. J'étais encore au lycée à l'époque, j'étais en première au lycée. C'était pour voir des enfants qui étaient intéressés, pour peut-être connaître un petit peu les dessous d'un film, comment ça se passait, etc. Ils sont venus et il y a eu une réunion. La première fois, on était une trentaine de gamins. Et dans le lot, il y en avait 2 qui étaient à fond, c'était moi et mon collègue, et on était là, et à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche pour parler d'un film, on connaissait le réalisateur, on connaissait le compositeur de la musique du film, on connaissait le nom du chef opérateur, parce que voilà, dès qu'on voyait un film, on décortiquait tout, on regardait, on analysait les bouquins, etc. Et du coup, au fur et à mesure, il y a eu plusieurs réunions comme ça d'information. Et au début, on était une trentaine de gamins. Puis à la fin, on s'est retrouvés, on n'était plus que 4, quoi. Et puis à la fin, ils ont dit, bon, bah, c'était pas prévu, mais vous êtes tellement à fond qu'on va vous confier une caméra. Vous allez faire le making-of de notre film parce que et je les en remercie énormément parce que c'est eux qui m'ont mis justement le pied à l'étrier et qui m'ont vraiment donné une première vraie expérience cinéma. Et après, donc, ils n'avaient pas vu une seule de tes images là, à ce moment-là? Si, entre-temps, je leur avais expliqué ce qu'on avait fait en petit court-métrage, mais c'était vraiment des films amateurs, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, mes filles avec un téléphone portable, elles font des films qui sont 100 fois mieux que ce qu'on avait fait nous à l'époque. Mais quand même, à l'époque, il fallait du coup beaucoup d'énergie, il fallait en vouloir, quoi, pour réaliser. Pas quand même autant de facilité qu'aujourd'hui. Ah non, bah, le montage, c'était soit il fallait tourner-monter, c'est-à-dire ne pas faire d'erreur sur les prises et vraiment tourner-monter, ou alors il fallait faire un truc avec 2 magnétoscopes sur lesquels on perdait des qualités, mais on n'arrivait pas à se caler à l'image près. Enfin, c'était très compliqué. Donc il fallait vraiment en vouloir, et je pense qu'ils ont vu, ces réalisateurs, ils ont vu que le collègue et moi, on était déterminés. Je crois que ça les a vraiment impressionnés. Ouais. Et c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, je travaille encore avec eux, même s'ils sont loin au niveau de la distance. De temps en temps, ils m'appellent pour faire une musique pour un court-métrage ou pour un autre projet. Et donc voilà, c'est devenu des amis. C'est un peu mes papas et mamans du cinéma, tous les deux. Ouais, super. Donc ce que je retiens là de ce que tu nous racontes, c'est qu'il y a eu cette passion qui t'a fait apprendre, détailler, décortiquer tous les films, ce savoir que tu avais donc acquis, et puis que tu as su montrer aussi à ce moment-là, cette détermination, cette passion que tu as su montrer en fait. Bah, il a fallu. La personne allait venir me chercher. Pas fait d'école de cinéma, rien. Donc t'as saisi vraiment cette chance. Il fallait que je montre ce que je savais faire, et puis je pense que c'est aussi dans mon caractère. À un moment donné, je suis hyper timide, mais pour parler de mon travail, ça va. Mais j'ai pas l'air comme ça, mais je suis timide. Et du coup, dans les rebondissements, est-ce qu'il y a eu des moments, des creux? Alors, bon, peut-être pas trop avec les 3 activités, mais des moments de doute, des choses plus difficiles que tu as traversées? Les creux, j'ai fait des boulots, on va dire, plus alimentaires, parce que travailler dans l'artistique, c'est pas toujours facile tous les jours, pour personne. Mais la chance que j'ai eue, c'est que dans le travail que j'ai trouvé à côté, c'était toujours en relation avec le milieu culturel. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai travaillé pendant 3 ans dans des salles de cinéma, où du coup, forcément, je voyais des films, et mais là, j'étais chargé de faire l'animation scolaire, j'ai expliqué comment on faisait des films, on faisait des petits films ensemble, des petits films d'animation, et puis aussi je faisais l'accueil dans la salle, donc je coupais les billets à l'entrée, j'envoyais les films, les projecteurs, à l'époque c'était encore des projecteurs en pellicule. Et puis après, quand j'ai déménagé donc de Fos-sur-Mer, où je travaillais en salle de cinéma, je suis venu m'installer dans la région d'Avignon, et très vite, le premier boulot que j'ai trouvé, c'était dans un magasin de vente d'instruments de musique. D'accord.
Et j'y étais pendant 7 ans. Voilà. Donc du coup, j'étais toujours en relation avec le milieu de la musique ou le milieu du cinéma. Donc oui, tu as toujours fait en sorte finalement d'être de près ou de loin en connexion avec tes passions, quoi, dans ton métier alimentaire. D'un autre côté, je sais faire plein de choses dans les milieux créatifs et artistiques, mais je sais faire que ça. Voilà. Après, me demandez pas de faire de la maçonnerie ou quoi que ce soit. C'est du bricolage. Donc vraiment, je ne sais faire que des métiers dans le milieu artistique et créatif. Par contre, je sais en faire plein. C'est-à-dire que sur un plateau de tournage, on peut me confier une caméra, on peut me confier une perche et un micro, on peut me faire du montage, de l'étalonnage, du mixage. Voilà, là... je sais que dans le secteur du cinéma et de la vidéo, rares sont ceux qui sont aussi polyvalents que je puisse l'être. Mais par contre, voilà, ne me demandez pas des métiers dans d'autres secteurs d'activité. C'est pas mes points forts. Mais c'est bien. Oui, mais je l'avoue. Alors, je voulais aussi voir avec toi un petit peu tout ce qui est communication, parce qu'aujourd'hui, ça a toujours, je pense, été important, mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, la communication est hyper importante, et aussi pour les artistes. L'image tient vraiment un plan important, même quand on est chanteur, instrumentiste, danseur, voilà. Du coup, j'aimerais bien voir ton point de vue là-dessus, et puis peut-être j'aurai d'autres questions après. Bien sûr. Mais aujourd'hui, de toute façon, quand on est artiste, tu le sais bien, le travail et le talent ne suffisent plus. Il faut montrer qu'on existe, un peu comme moi j'avais fait à l'époque quand j'étais jeune. Il faut montrer qu'on existe, et pour montrer qu'on existe, on a des outils qui sont assez universels aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, il faut communiquer, je pense, régulièrement, pas trop non plus, il faut trouver le bon équilibre, mais savoir communiquer régulièrement sur son activité, savoir poster des petits textes pertinents, mais ce qui est encore plus important, c'est de poster des images, des photos, car les algorithmes, tu sais que tous tes amis ne voient pas toujours tout ce que tu postes, etc. Donc du coup, les algorithmes de Facebook font en sorte que les photos soient plus mises en avant que les textes. D'accord. Et après, autre chose aussi à savoir, c'est que les vidéos sont encore plus mises en avant que les photos. Mais en tout cas, voilà, au niveau des algorithmes, il faut savoir jongler là-dessus. C'est-à-dire que quand on a une information vraiment importante à communiquer, il faut choisir, est-ce que c'est mieux de communiquer avec une photo, est-ce que c'est mieux de communiquer avec une vidéo, est-ce que c'est mieux de communiquer avec un texte. Voilà, il faut bien choisir, voilà, je dirais que dans l'idéal, s'il y a une information importante, c'est bien de communiquer avec un texte. Après peut-être avec une photo, et puis d'enfoncer le clou avec une vidéo. D'accord. Okay. Voilà, mais on ne peut pas toujours se le permettre. Donc aujourd'hui, avec les smartphones, etc., on peut se faire des super photos, on peut se faire des petites vidéos. Pour les réseaux sociaux, je dirais dans les 90% des cas, ça peut largement suffire. Mais après, de temps en temps, c'est vrai que d'avoir besoin de photos professionnelles ou d'avoir besoin de vidéos professionnelles, comme toi, quand tu as fait, voilà, pour le clip que tu es venu me chercher, je pense que de temps en temps, ça fait aussi la différence. Il faut avoir un certain standing dans le niveau artistique dans lequel on est. On a besoin d'avoir des photos un petit peu plus professionnelles et des vidéos un petit peu plus professionnelles aussi. Et donc la question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que poster une vidéo un peu de moins bonne qualité ou une photo un peu de moins bonne qualité, ça vaut mieux que de ne pas poster du tout ? Ben oui, si on a besoin de communiquer sur quelque chose de précis, oui. Après, si c'est pour communiquer simplement sur le fait d'être en vacances ou quoi que ce soit, en tant qu'artiste, là, c'est moins important. Ben à chaque fois, c'est tout bête, mais à chaque fois que je poste une photo de moi en train de travailler, c'est un devis en plus qui tombe. Donc, alors ça n'aboutit pas forcément sur du travail à chaque fois, mais en tout cas, à chaque fois que je poste quelque chose, je sais que c'est un devis. Ouais, tu te rends compte qu'il y a un vrai impact. Pour moi, les réseaux sociaux, sont hyper importants pour moi, pour mon travail en tout cas. D'accord. Après, j'ai un très bon bouche à oreille et les gens parlent de moi, etc. Oui. Et il n'y a pas de souci, mais je sais que, voilà, que je vais toucher d'autres personnes à chaque fois. Oui. Et même si j'ai pas beaucoup de likes ou quoi que ce soit sur les photos,
quand je vais en ville et que je croise des gens, ah ouais, tiens, on a vu que tu faisais ça en ce moment, ah tiens, on a vu que tu as travaillé sur le Festival d'Avignon cette année, ah tiens, on a vu que tu as filmé tel acteur, ah bah tiens, on a vu que tu faisais des photos. Donc ça fonctionne. Les gens, on voit pas forcément toujours l'impact, mais ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, ça fonctionne. Et voilà, mais il faut choisir sur quoi communiquer. Voilà, Et moi, j'essaye, en tout cas sur mes pages, de ne pas parler trop de ma vie privée. D'accord. Parce que je sais que j'ouvre ma page à des tas d'inconnus que je ne connais pas et que... Mais voilà, donc c'est un choix que j'ai fait. C'est une stratégie vraiment professionnelle et donc tu orientes ton profil vraiment pro, quoi. Oui, tout à fait. Okay. Super. Et du coup, tu parlais de régularité tout à l'heure. Tu conseillerais quoi chaque semaine, chaque jour, chaque quoi? Je pense une fois par semaine. Une fois par semaine. Après chaque jour, c'est vraiment quand on a vraiment de la matière et du contenu. Oui. Mais je dirais une fois par semaine. Mais je dis ça, mais en même temps, je m'y tiens pas non plus. Quoique j'alterne, comme en ce moment, voilà. De Facebook, j'ai aussi essayé de développer un peu Instagram, voilà. J'alterne de l'un à l'autre, ça fonctionne. Mais jusqu'à présent, j'avoue que j'étais très Facebook parce que je trouve que Facebook, c'est le réseau social où on peut tout faire. On peut faire du texte court comme sur Twitter, on peut faire de la photo comme sur Insta, on peut faire de la vidéo comme sur YouTube. Donc je comprends pas pourquoi Facebook a cette image un peu vieillotte alors que c'est le plus complet de tous les réseaux sociaux. C'est en train de changer un peu, j'ai l'impression. Peut-être. Bon, après, je sais que je suis pas tout jeune non plus. Hein, donc, assumons. J'assume. Donc oui, cette stratégie de communication, c'est poster régulièrement. On a bien compris, donc varier à la fois les textes, les images et la vidéo. Ne pas hésiter à communiquer même avec des vidéos, des images de moins bonne qualité qu'on a prises soi-même avec son smartphone. C'est vrai que maintenant, même les téléphones qui sont pas forcément très chers, on fait des choses quand même assez sympas, quoi. Voilà. Mais ça fonctionne. Tu sais, les petites vidéos que tu fais justement en mode selfie, en live, moi, j'ai un petit Samsung, ça fonctionne très bien. Voilà. Super. Alors, qu'est-ce qui est essentiel selon toi pour une communication réussie? Est-ce qu'il y a autre chose que ce qu'on a dit là aujourd'hui? Il n'y a pas une science exacte là-dessus, mais je dirais déjà ce qu'il faut, c'est quand même cibler l'image qu'on veut donner. Voilà, je veux donner une image plutôt rock'n'roll, je veux donner une image décontractée, je veux donner une image sérieuse de moi. Voilà, il faut déjà cibler un petit peu l'image sur laquelle on veut communiquer, et cette image, il faut aussi cibler un petit peu le public qu'on veut. Okay. Est-ce que voilà, toi par exemple qui travailles dans le milieu du lyrique, tu vas pas communiquer sur un public qui sera plus branché musique hip-hop ou électro, voilà. Il y a peu de chance. Ça pourrait arriver, ça pourrait arriver, bien sûr. Encore une fois, je te dis, il y a pas de plan parfait, mais voilà, mais de façon on va dire pour l'efficacité, tu vas pas perdre du temps à communiquer, du temps et de l'énergie à communiquer sur un secteur, tu vas pas t'amuser à communiquer avec la casquette à l'envers et avec une musique hip-hop derrière et alors aujourd'hui je vais vous parler de voilà, c'est aussi simple que ça. Donc après, une fois qu'on a déjà son audience, après on peut essayer de tenter des choses. Mais tu peux avoir des surprises. Je sais que des fois il y a des artistes, je n'ai pas d'exemple précis, mais je sais qu'il y a des artistes des fois qui sont plus attirés par le jazz et finalement ils sont fait connaître avec de la chanson paillarde, on va dire, et qui toute leur vie vont faire ça. C'est pas forcément ce qu'on aime soi qui va fonctionner auprès de son public. Là, l'exemple que je peux donner, c'est très important ce que tu dis, Jérôme, là. C'est aussi l'exemple que je citais à mes filles il y a encore la semaine dernière, l'exemple de Céline Dion qui ne voulait pas enregistrer la musique de Titanic. Elle trouvait qu'elle était mauvaise et c'est son mari à l'époque, René Angeli, qui lui a dit non, écoute, ça serait bien que tu le fasses, elle est jolie cette chanson. Et elle a dit ok, je l'enregistre mais une fois. Après je la chanterai plus, quoi. Et en effet elle a enregistré une fois, et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a enregistré une fois et elle a fait une prise qui est parfaite, qui est impeccable. Et elle est sortie du studio, elle a dit au compositeur, à James Horner, bon voilà, je la referai plus. Et c'était pas prévu qu'elle soit au début dans le film, et puis James Cameron a aimé, et puis finalement elle se retrouve dans le film, et c'est le plus gros succès de Céline Dion.
Et elle ne peut pas faire de concert aujourd'hui sans devoir la chanter, alors qu'elle s'était jurée de ne la chanter qu'une fois et qu'elle ne voulait pas le faire. Et c'est Céline Dion. Et c'est Céline Dion. Et moi, je la trouve très belle, cette musique. Mais elle n'avait pas accroché dessus. Donc, des exemples comme ça, des fois où on se dit, bon, bah tiens, c'est pas ça qui fait que... voilà, il y a plein de fois... Moi, ma musique qui a le mieux marché, ma composition qui a le mieux marché, c'est une composition qui dure 5 secondes. D'accord. C'est un logo sonore que j'ai fait pour une marque très connue de casques et de micros qui s'appelle Sennheiser. D'accord. Et en fait, c'était la signature musicale qu'ils utilisaient en fin de publicité, mais pas en France, puisqu'en France, il n'y avait pas de publicité, mais en Allemagne, en Asie, etc. Et voilà, et cette musique, il y a 5 notes de piano et ça m'a pris un quart d'heure à la faire. Et ça a été la musique qui m'a le plus rapporté d'argent. Incroyable. Du coup, moi, le conseil que j'entends derrière ce que tu racontes là, c'est de rester dans l'ouverture, d'avoir cette conscience-là de ce que j'aime, de ce vers quoi j'ai envie d'aller, de l'image que j'ai envie de donner, mais quand même rester dans l'ouverture de « Ah tiens, il y a peut-être du possible par ici ou par là ». Bien sûr, ouais, tout à fait. Ok, super. Alors maintenant, j'aimerais, si t'es ok, qu'on parle de choses un peu plus pratiques. Parce que, évidemment, c'est un coût quand on fait appel à un photographe, un vidéaste, un ingé son, etc. Donc, je crois que tu as peut-être des petits conseils à donner aux artistes. Donc, c'est intéressant, je pense. Écoutez bien. Je pense que, voilà, que déjà, quand on a besoin de photos, de vidéos, etc., la première des choses à faire, c'est de se retourner vers les copains qui savent, qui débutent peut-être dans ce secteur-là et qui peuvent peut-être vous filer un coup de main. Mais voilà, il ne faut pas arriver avec un projet en tête en disant voilà, je veux un clip qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et dire à l'autre, tu me le fais pour rien. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, travailler avec des amis, c'est un premier truc, mais après aussi travailler avec des professionnels, forcément, c'est là où c'est le mieux pour l'image, en photo et en vidéo. Et pour ça, il y a des tas d'aides qui existent et que les artistes ne sont pas toujours forcément au courant. Il y a la région qui peut aider, il y a le CNC qui peut aider, il y a la SACEM qui peut aider, il y a l'ADAMI qui peut aider, la SPEDIDAM. Voilà, il y a des tas d'aides comme ça, il y a des dossiers à faire, c'est peut-être un petit peu long, mais des fois ça permet sur un financement, je sais pas moi, sur un projet de vidéo à 1 000 €, ça permet des fois de financer 30%, 50%, des fois 80% d'un projet. Donc on se retrouve à payer un professionnel au tarif d'un prix d'amis. Donc c'est quand même pas négligeable. Ça peut vraiment faire la différence. Par contre, ça demande du temps, parce qu'il faut faire des dossiers. Il faut faire des dossiers. Il y a des aides des fois qui peuvent être automatiques. Par exemple, sur des captations de spectacles, des fois, il y a des aides automatiques qui, juste pour l'archivage national, etc., existent. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Après, tout dépend du secteur d'activité que vous avez. La musique, le cinéma, le théâtre, l'opéra, tout ça sont des secteurs différents et il y a des aides différentes. Et par contre, souvent, il faut soit passer par une boîte de production, soit passer par une association. Il faut une petite structure quand même pour pouvoir justifier les aides. C'est pas des aides qui sont données à des personnes directement individuellement. D'accord. Et puis après, la dernière chose aussi qu'il faut penser, c'est tout ce qui est projets, financement participatif, etc., qui peuvent aussi aider à compléter. Des fois, il ne faut pas compter là-dessus pour financer à 100% un projet, mais en tout cas, pour un soutien, pour une aide, ça peut être très bien. Donc imaginez, voilà, on a un projet de clip à 3 000 €. S'il y a un financement d'aide à hauteur de 1 500 € plus un financement participatif qui arrive à compléter une partie de tout ça, à la fin, ça fait pour très peu d'argent, ça fait une super qualité, un super outil de travail. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que les photos, les vidéos, etc. sont des outils de travail, ce sont des investissements. C'est pas des coûts, c'est pas des charges. C'est vraiment des investissements qu'on fait pour son image, pour le démarchage auprès des professionnels, auprès du public. Donc il faut bien savoir, tiens, je me fais un budget, il faut que je fasse de la photo, de la vidéo, et bien essayer de bien choisir ce qui a besoin en priorité,
Et c'est là-dessus qu'il faut bien savoir cibler pour pas perdre de temps et d'argent, bien cibler sa communication. Ouais, c'est super intéressant. Ce que je retiens, c'est que je pense que déjà en montant les dossiers aussi de subvention ou de financement, ça permet aussi de construire le projet, je pense, de se poser des questions qu'on se serait peut-être pas posées non plus si on était parti comme ça. Donc c'est peut-être, c'est vrai, ça prend du temps, mais c'est aussi finalement un gain de temps par ailleurs parce qu'une fois que tout va être monté, on va pouvoir aller droit à l'essentiel en fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, je pense qu'effectivement, avoir en tête qu'à un moment donné ou à un autre, on va avoir besoin d'une enveloppe pour faire de la photo, pour faire de la vidéo, ça permet de l'anticiper aussi et de se dire, tiens, là pour l'instant, j'ai pas encore d'idée, mais je me mets une petite cagnotte de côté, comme ça, le moment venu, j'ai ce qu'il faut pour y aller. Super. Je crois que j'arrive à peu près au bout de mes questions. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose que j'aurais oublié Et de temps en temps, je dis à des gens qui n'ont pas d'argent pour des vidéoclips, je leur dis mais finalement ce qui coûterait moins cher, c'est je me filme tout seul avec la caméra chez moi, avec une chaussette, on refait le playback de la musique et peut-être que ça fera encore plus de vues, ça fera plus le buzz avec un clip qui coûte pas cher. Voilà, on peut faire des choses super, quoi. Donc il faut essayer de se dire que les contraintes financières sont aussi des atouts. C'est comme ça qu'il faut se mettre les choses en tête. C'est-à-dire que j'ai pas d'argent, je peux pas me permettre d'avoir un clip comme j'imaginais avec des prises de vue en hélicoptère, etc. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le peu d'argent que j'ai ? On va faire ça. Et hop, et on peut essayer de trouver des tas d'idées qui seront peut-être même meilleures au final que le clip calqué sur ce qu'on voit à la télé. Donc il ne faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter. Et puis après, il ne faut pas hésiter, un peu comme vous avez fait vous aussi avec votre clip, de demander à des gens qui ont des lieux assez particuliers des décors. Parce que c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, presque il suffit de poser la caméra et quand c'est beau, tout est magnifique et ça aide énormément. Voilà, ça fait une belle lumière. Ouais, c'est important aussi de travailler un petit peu la lumière, ce qu'on a fait ici sur l'interview aussi. Mais c'est important, voilà, d'être. Je trouve que les contraintes budgétaires aident souvent à la créativité. Voilà, si on relit toute ton histoire, c'est un peu ce que j'entends en fait. Parce que c'est finalement de cette contrainte extrême dans laquelle tu te trouvais au départ que finalement est arrivée toute cette ingéniosité, cette créativité, cette façon que tu as eu de t'approprier finalement l'histoire du cinéma, la réalisation. Donc c'est super instructif, c'est chouette. Merci. Super. Bon. Merci beaucoup Jérôme. Merci à toi. Avec plaisir. Donc si vous voulez retrouver Jérôme, je vous invite, déjà je vais mettre en commentaire ici ou ici, je ne sais pas encore, toutes les infos, Instagram, profil Facebook, etc. Si vous avez envie de voir le clip que Jérôme a réalisé, où je chante avec mon amie Marie Nadège, je pense que je le mettrai aussi. Bien sûr. Et puis si Jérôme, tu as d'autres choses à nous communiquer, voilà. Je te ferai suivre. Voilà, c'est ça. Et puis je pense que si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, on y répondra, soit moi, soit Jérôme, avec plaisir. Et puis, je ne sais pas, est-ce que j'oublie quelque chose ? Non. Donc, moralité, soyez créatifs, soyez vous-même, osez aller explorer les chemins de traverse. Je pense que c'est un peu le sens du partage que tu nous fais ce matin. D'accord. Merci Jérôme. Merci à toi Christine. Merci. Bye bye. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.